Donc, avant de vous parler de porte-à-porte et des résultats on a compris très attendus, on va quand même vous faire un petit rappel sur Aptitude, assez brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas l'association, que vous ayez quand même une idée dans quel contexte en fait est apparu ce projet, cette recherche-action. Donc Aptitude, c'est une association que nous avons créée donc, avec mes collègues il y a maintenant 6 ans, en 2010, à partir de constats locaux. On avait un vrai besoin de prise en charge des étudiants et parfois un manque de moyens accordés à cette population. Donc notre objectif principal, c'était de favoriser le bien-être des étudiants pour qu'ils puissent s'épanouir à la fois sur le plan personnel mais aussi sur le plan des études, car comme l'a dit M. Labouré, les deux sont fortement liés. Aujourd'hui, Aptitude, c'est une association qui agit au niveau national. C'est une association à but non lucratif et nous intervenons grâce à l'intervention de 24 psychologues et de 48 financeurs. Donc, je vais vous présenter très rapidement les différentes actions qu'on met en place au sein de l'association. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des noms qui pour l'instant ne vous parlent peut-être pas, mais je vais vous détailler tout ça très rapidement. Donc tout d'abord, on a ce qu'on appelle les spin meetings. Donc, les spin meetings, ce sont tout simplement des stands de sensibilisation qui ont pour but de déstigmatiser, de normaliser, on va dire, ce que c'est qu'un professionnel de santé mentale, dire pourquoi on peut venir en consultation, etc. Donc généralement, on aborde les étudiants avec des petits tests de stress. Donc c'est des stands qui sont tenus par un psychologue et des bénévoles étudiants, souvent étudiants en psychologie. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les étudiants, aller vers eux et les sensibiliser un petit peu au fait que j'ai une santé mentale, je peux agir dessus et quelles sont les ressources à ma disposition pour prendre soin de moi. Ensuite, on a d'autres interventions de prévention un petit peu plus ciblées qu'on appelle les pauses. C'est des interventions qui sont sur des petits groupes d'étudiants, généralement à la demande des établissements scolaires, sur des thèmes divers. Ça peut être donc la gestion du stress, la question des nouveaux apprentissages quand on rentre dans les enseignements supérieurs, la question de l'estime de soi, la question des addictions. On a également une action centrale au sein d'Aptitude qui sont les Apsi Awards. Donc les Apsi Awards, là, c'est aussi de la prévention, mais on glisse un petit peu vers le terrain de la prise en charge de la souffrance. Donc ce sont tout simplement des consultations individuelles avec une psychologue. Donc ce sont des suivis soit ponctuels, soit plus longs dans le temps. Il n'y a pas de limite au niveau des nombres d'entretiens par étudiant. Et ces observances sont donc implantées partout en France avec différents partenaires. Ça peut être des écoles d'enseignement supérieur, des mutuelles étudiantes et également les CROUS. Donc dans le cadre du CROUS et dans le cadre de la recherche action porte-à-porte, ces Apsi Awards sont implantés sur le lieu de vie des étudiants, vraiment au sein même des résidences, et on intervient en soirée, de 18h à 21h, pour être vraiment calé sur les horaires où les étudiants sont disponibles quand ils rentrent chez eux après leur journée universitaire. On a également pensé une autre action qu'on a lancée au mois de janvier, donc qui s'appelle l'Apsi Line. L'Apsi Line, c'est le pendant des Apsi Awards, qui sont donc des consultations en présentiel, mais là ce sont des consultations en ligne. Ce sont des vidéo-consultations qui passent par Internet, donc c'est un format type Skype, à l'exception qu'on passe par une plateforme sécurisée pour sécuriser les données. Et donc voilà, ce dispositif est fait notamment pour des étudiants qui seraient dans des zones non couvertes par les Apsi Awards, qui seraient notamment par exemple à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de mobilité étudiante à l'international. Donc ça, c'est un peu le volet des actions qui sont dirigées vers les étudiants, mais on a aussi des actions qui sont tournées vers les professionnels qui entourent les étudiants, qui travaillent à leur contact, parce que ces professionnels de terrain, qui ne sont pas forcément psychologues, sont souvent en première ligne, ils sont souvent les premiers, on va dire, réceptacles et témoins de la souffrance des étudiants, et donc c'est important de pouvoir les accompagner pour savoir comment travailler avec cette population. Toutes ces actions d'aptitude se font bien sûr dans l'inscription dans un réseau institutionnel, un réseau médico, socio, éducatif. On a fait le choix dans l'association de n'être que des psychologues, c'est un choix qui est assumé. Néanmoins, on ne peut pas travailler seul, c'est vraiment important de coordonner nos actions avec tous les acteurs de la vie étudiante, et donc dans tous les territoires où l'on est implanté, on essaye de créer petit à petit ce maillage professionnel.
Vous avez dû le voir également sur les stands. On a une autre action au sein d'Aptitude qui est le site internet. Donc, le site internet, ce n'est pas simplement un site vitrine qui informe les activités de l'association, c'est avant tout un site ressource pour les étudiants, donc qui est coécrit par des étudiants et qui est à destination des étudiants. L'idée, c'est vraiment de donner des informations sur la vie étudiante et les problèmes qu'on peut rencontrer, avec des informations qui soient scientifiques, professionnelles, mais avec un caractère très accessible et vulgarisé pour favoriser l'information accessible. Alors, porte à porte, ça y est, on y vient. Donc c'est quand même ce qui nous ramène aujourd'hui ici. Donc voilà, pareil, on va vous présenter en fait le projet avant de vous présenter les résultats concrètement, qui ce sera après la pause. Dans la pause, on vous invite à retourner au stand si vous n'avez pas eu le temps de tout observer, puisque comme on vous l'expliquait, ce ne sera pas détaillé dans les conférences, donc ce sont vraiment les actions de terrain. Alors, comment c'est né porte à porte? En fait, au départ, les constats de porte à porte qui sont les mêmes que ceux d'Aptitude, c'est-à-dire celui d'un mal-être et d'une détresse chez les étudiants qui ne seraient pas nécessairement pris en charge ni prévenus. Donc, quand on a commencé Aptitude, on a rapidement eu un partenariat avec le Crous de Lyon-Saint-Étienne qui nous a permis de mettre en place des Happy Hours dans les résidences. Et puis la première année, on était un peu étonnés parce que sur ces lieux d'accueil, en fait, on avait assez peu de venus et ça contrastait avec nos autres lieux d'accueil qui étaient pour le coup complètement remplis. Donc on s'est dit, est-ce que les étudiants ne sont pas informés dans les résidences, malgré les affiches, les flyers qu'on avait fait en quantité, ou est-ce que finalement ça ne répond pas à un besoin ou la méthode n'est pas bonne? Donc ni une ni deux, avec Fanny, on prend notre petit cahier et puis on va frapper à la porte des résidents et leur demander qu'est-ce que vous en pensez. Et puis là, on est très surprise parce que d'une, ils nous disent bah non, en fait, on ne savait pas. De deux, ils nous disent bah si, en fait, ça nous plairait vraiment d'y aller, on n'avait juste pas l'information. Puis alors, les autres, on a encore plus besoin que moi, vous vous doutez bien. Et puis en dernier lieu, on a vu qu'on était très très bien accueillis. Voilà, on s'attendait éventuellement à trouver des portes closes, à avoir des gens qui osaient commencer à nous parler d'accueil psychologique dans la résidence. Pas du tout, en fait, ils étaient très à l'écoute et très contents d'échanger avec nous. Et puis par-dessus le marché, en fait, sur les Happy Hours, on a eu une recrudescence de consultation suite à ces passages. Donc on s'est dit finalement, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être un vrai moyen à utiliser avec le porte-à-porte et d'aller en prévention par ce système-là auprès des résidents. Et puis c'est vrai que ça rejoignait aussi un constat qui est fait dans notre domaine, qui est qu'en général, les personnes qui recourent aux professionnels sont ceux qui ont encore suffisamment de ressources pour le faire, et ceux qui vont très très mal finalement restent cloîtrés chez eux, ne sont même pas en mesure en fait de faire une demande d'aide. Donc on s'est dit que c'était aussi un moyen d'aller au plus près de ceux qui en ont le plus besoin. Donc suite à ça, c'est comme ça que les porte-à-porte et la première expérimentation qui a eu lieu en 2012-2013. Depuis, on a eu 2 ans pour améliorer le programme à partir des premiers constats, retravailler les interventions de prévention, affiner le protocole de recherche. Et donc c'est ce qu'on va vous présenter cette année, c'est le travail de cette année avec ce nouveau protocole amélioré et l'expérimentation qui a eu lieu depuis septembre jusqu'à mars, si je ne me trompe pas. Alors, venons-en au vif du sujet, qu'est-ce que c'est porte-à-porte? On va bien sûr vous le détailler au cours de cette conférence, mais que vous ayez une vision d'ensemble pour comprendre de quoi on vous parle. Donc il s'agit d'une recherche-action. Donc une action qu'on a mis en place. Le programme complet en fait comprend différentes actions, les Happy Hours que vous avez pu voir en stand avec ma collègue à vous détailler, les interventions de prévention qui se font directement en porte-à-porte auprès du résident et qui sont mises en place par des stagiaires psychologues. Tout ça est appuyé par un flyer qui est remis lors de la première intervention et un kit de prévention qui là aussi vous est présenté lors des stands remis lors de la deuxième intervention. Vient en support aussi le site internet ressources et les communications qui est faite sur le programme et à l'externe. Donc ce programme-là, l'idée c'était d'évaluer pour voir s'il est bien reçu par le public et s'il est efficace, parce qu'il ne s'agit pas de mettre en place des actions qui ne serviraient à rien ou qui auraient un effet contre-productif. Donc pour ça, on a mis en place un protocole de recherche qui comprend différents outils. Déjà un plan d'expérimentation qu'on va vous exposer, qui est assez conséquent. 2 questionnaires qui sont là aussi passés en porte-à-porte en début et en fin d'année auprès de nos échantillons. Plusieurs questionnaires qui sont passés directement aux Happy Hours par les psychologues auprès des consultants. Il y a aussi eu des entretiens qualitatifs auprès du personnel de résidence. Et pour terminer, il y aura dans quelques semaines l'envoi d'un questionnaire en ligne pour voir le maintien ou non des résultats dans le temps auprès des étudiants qui ont participé à la recherche. Alors, on va rentrer un petit peu plus concrètement dans le vif du sujet. Donc, déjà, on va essayer de définir les termes qui vont nous occuper aujourd'hui. Porte-à-porte, c'est un programme
de prévention de la dépression et du suicide, mais plus spécifiquement, c'est un programme qui cherche à éviter que la détresse psychologique devienne de la dépression ou amène à une crise suicidaire, voire un acte suicidaire. Donc on va déjà essayer de définir les termes. Qu'est-ce que la détresse psychologique? Alors la détresse psychologique, ce n'est pas un trouble en soi, c'est un état de mal-être qui peut être caractérisé par la tristesse, par de l'anxiété. C'est pas un trouble en soi, mais néanmoins ça peut être un facteur de risque pour développer des troubles par la suite. Et notamment, ça peut être un facteur de risque pour développer une dépression. La dépression, qui est là définie comme une maladie, elle est répertoriée selon plusieurs symptômes dans des ouvrages qui répertorient, on va dire, des critères diagnostiques au niveau international. On a des ouvrages qui nous permettent de nous entendre sur ces critères-là. Et dans les critères qu'on peut repérer au niveau de la dépression, c'est un état de tristesse constante qui dure plus de 2 semaines, qui se caractérise également par une perte d'intérêt pour les choses qu'on apprécie de faire habituellement. C'est un état qui perturbe significativement la vie quotidienne et le fait que la personne puisse accomplir ses tâches sociales, son travail de manière fonctionnelle. Et il y a également une vision pessimiste du monde et de soi-même. Voilà. Un des risques majeurs de la dépression, ce sont les conduites suicidaires et notamment la crise suicidaire. La crise suicidaire, c'est une période bien caractérisée de 6 à 8 semaines qui a plusieurs faits. C'est vrai qu'on voit parfois le suicide comme un acte impulsif qui arrive vraiment d'un coup. Non, c'est quelque chose de progressif. C'est une souffrance qui va s'accumuler et amener la personne à ne plus envisager aucune autre solution que l'acte suicidaire pour mettre fin à sa souffrance. Donc, au début de la crise, la personne est en souffrance, il y a une recherche de solutions, et petit à petit, les solutions s'appauvrissent. Du coup, il y a l'apparition d'idées suicidaires, d'abord d'une manière très occasionnelle, par flash, et puis petit à petit, si la personne ne trouve toujours pas de solution, les idées vont s'intensifier en termes de fréquence, elles vont aussi devenir de plus en plus précises et peut-être se concrétiser sous la forme d'un scénario que la personne va envisager, la manière dont elle pourrait passer à l'acte et peut-être également le moment. Là encore, si la personne ne trouve pas de solution, qu'il n'y a pas d'aide qui est mise en place, ça peut amener à un passage à l'acte suicidaire. Voilà, pour vous donner quelques chiffres au niveau de ces trois grandes entités qu'on a pour les étudiants, donc je vais me baser sur des enquêtes notamment des mutuelles étudiantes. Donc d'après l'enquête santé de la LNPE en 2014, il y a 37% des étudiants qui seraient en détresse psychologique. Au niveau de la dépression, donc d'après l'Observatoire de la vie étudiante en 2013, il y aurait 28% des étudiants qui seraient en dépression. Et au niveau des idées suicidaires, alors on sait que pour quantifier les tentatives de suicide, les suicides, c'est quelque chose de très très compliqué. Là, on a néanmoins, d'après l'enquête EMEVIA qui a été faite en 2015, il y a 10% des étudiants de l'Académie de Lyon qui déclarent avoir des pensées suicidaires. Donc vous voyez que c'est des chiffres qui sont importants et qui nous ont vraiment aussi alertés au-delà de nos constats de terrain sur le fait que il y avait vraiment un enjeu de santé publique de s'intéresser à ces questions et de mettre en place des actions innovantes pour essayer de l'éviter. Oui, donc voilà, là Fanny vient de parler du mal-être des étudiants qui s'expriment notamment donc, au travers de la détresse psychologique, de la dépression et puis de la crise suicidaire. Mais on voulait aussi, vous en avez déjà parlé, Madame Ladoni et Monsieur Labouré, sur d'où vient justement un peu ce mal-être. Et justement, quand on rentre en fait dans la période des études, on a en fait justement tout un chamboulement des perspectives du quotidien où on entre dans un nouveau rythme, on doit créer de nouvelles relations et on est dans de nouveaux environnements. Donc en fait, tout notre équilibre un peu de départ peut déjà être un peu modifié. Et donc on va faire face à tout un tas d'exigences et de contraintes nouvelles, avec la question du sentiment de compétence et de l'estime de soi qui est en fait continuellement remis en question, notamment au travers des examens et puis plus généralement au travers de la compétitivité qu'il peut y avoir dans certaines filières et qui en fait globalement va venir questionner le sens de sa place dans la société, le sens de mon avenir, mais aussi le sens d'où vient mon identité et qu'est-ce que je vais faire dans ce monde.
À côté de ça, on a aussi donc toute l'ambivalence de la famille qui est tantôt un facteur de protection, où les étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui reviennent le week-end voir leurs parents. Et en même temps, il y a aussi toutes les attentes que la famille peut placer dans les étudiants, ou au contraire le désintérêt total qu'il peut y avoir, qui peut lui au contraire devenir un facteur de risque. Donc là, on était sur la détresse psychologique, la dépression et la crise suicidaire. On parle de mal-être qui a l'air interne, mais voilà, on est bien dans une question de relation avec le monde, et la période des études en elle-même peut amener justement un déséquilibre qui peut venir du coup impacter le mal-être, le bien-être des étudiants et donc leur santé mentale. Donc du coup, pour qu'on ait tous aussi un même niveau de représentation de ce que c'est la santé mentale, donc voilà, la définition de l'OMS, c'est un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté. Donc on voit bien aussi dans cette définition de l'OMS qu'on n'est pas seulement sur une problématique qui va être interne, mais qui est aussi en relation avec le monde. Et donc du coup, ça veut dire que la prévention qu'on peut avoir justement pour protéger, favoriser la bonne santé mentale, elle ne se trouve pas simplement à l'intérieur de l'individu, mais elle se trouve aussi justement dans tout son environnement. Voilà. Cette définition aussi de l'OMS, elle axe elle met l'accent sur le fait que la santé, c'est pas juste l'absence de maladie, c'est aussi un capital qui s'entretient et qui peut se développer. Oui, donc du coup, ça ne veut pas dire ne jamais souffrir, mais c'est du coup comment j'arrive justement à m'adapter à mon environnement et en ayant un minimum de contrôle sur celui-ci pour justement surmonter les tensions de la vie normale. Et donc, du coup, pour représenter un peu plus globalement le cadre d'analyse et d'action dans lequel s'inscrit la recherche-action porte-à-porte, on a fait un schéma. Donc, il y a peut-être des gens qui sont déjà familiers avec ce qu'on va dire, mais c'était surtout l'idée qu'on ait une même vision commune de la prévention et de comment on peut faire de la prévention. Donc, du coup, à gauche, on a l'individu, avec donc ses émotions, ses pensées et ses comportements. Et puis, donc, bien sûr, il est inséré dans différents environnements. Donc, l'environnement immédiat, donc, bien sûr, par exemple, la chambre dans la résidence du Crous, le lit, la table, la taille de la résidence, le personnel à l'accueil, est-ce qu'il y a le personnel à l'accueil. Et donc, il y a des interactions entre l'individu et l'environnement. Ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord dessus, mais du coup, on a voulu un peu préciser les trois axes d'interaction justement qu'il y a avec cet environnement. Et donc, bien sûr, on a la question du social avec la relation avec les autres, la question du matériel, donc avec la question, comme je disais, par exemple, de la chambre, de la résidence, et puis la question temporelle avec la question des rythmes qui sont chamboulés du coup quand on rentre dans les études supérieures. Donc il y a des interactions entre ces différents éléments, et c'est justement de là que vient toute la question de l'équilibre dont on parlait un petit peu plus tôt. Donc du coup, ça veut dire que c'est de là aussi que vient le déséquilibre. Donc du coup, si on veut avoir, ça permet du coup d'avoir un sorte de guide pour pouvoir mener des actions et voir quels effets chaque élément peut avoir les uns sur les autres. Et donc du coup, pour y voir aussi plus clair, donc on a mis des mécanismes psychosociaux au milieu. Donc c'est juste des expériences ou des connaissances en psychologie qui permettent justement d'y voir plus clair sur les tenants et aboutissants de ces interactions et qui vont permettre ensuite de nous guider ça va être une aide à la décision dans des actions de prévention qu'on va mener. Voilà, donc du coup, c'était pour qu'on ait faire un point global sur le cadre d'analyse et d'action avant de parler du coup de la conception et de la mise en œuvre de la recherche-action porte-à-porte, et juste un petit point sur la question de l'évaluation et de l'expérimentation. Donc voilà, pourquoi et comment. Donc la première étape, bien sûr, c'est de problématiser, donc c'est un peu ce qu'on a fait là, peut-être un peu rapidement, mais c'est l'idée de comprendre c'est quoi le problème, quelles sont les conséquences. Et puis, du coup, ça permet bien sûr de trouver quels sont les freins et les leviers à la situation actuelle pour pouvoir créer des actions qui y répondent au mieux. Créer des actions, mais aussi créer des indicateurs de mesures qui vont permettre
de savoir si on a généré un changement ou pas. Ensuite, bien sûr, on va organiser les ressources pour ensuite les mettre en œuvre. Donc l'idée globalement derrière le fait d'expérimenter, en fait, c'est déjà d'essayer des solutions. Parce qu'a priori, on est dans des situations qui sont complexes et on ne sait pas forcément quelle est la meilleure solution. Donc même si on peut s'appuyer sur des expérimentations qui ont déjà été menées ou des connaissances scientifiques, l'idée, ça va être du coup de mener des actions de manière raisonnée, parce que voilà, a priori, on ne sait pas forcément si ce qu'on fait est positif ou négatif. Donc on s'appuie, là, sur Porte-à-Porte, on s'est appuyé sur différents appuis théoriques, donc des personnes qui ont mené des expérimentations et qui en ont tiré des conclusions pour pas qu'on recommence depuis le départ. Et donc ça a permis du coup de comprendre les réussites et les erreurs, dans le sens où si on regarde juste si ça marche ou pas, oui, non, est-ce que les gens font le comportement, oui, non, on ne sait pas forcément du coup qu'est-ce qui a fait que l'action a fonctionné ou pas. D'où l'importance de s'appuyer un minimum sur des éléments issus de la littérature ou d'autres expérimentations pour pouvoir justement approfondir les enjeux de la problématique. Et du coup, ça permet ensuite tout simplement de pouvoir réorienter son action si jamais on y a des manques à tel endroit ou à tel autre. Donc du coup, globalement, ça permet en fait de canaliser nos énergies et nos bonnes intentions afin ensuite de préparer éventuellement un transfert à d'autres territoires, avec d'autres équipes. Et ce cadre du coup de l'évaluation et de l'expérimentation, ça permet aussi d'avoir justement un cadre commun avec parfois des professionnels. On vient tous de milieux différents. Et donc parfois on parle des mêmes choses mais de manière différente. Donc voilà, ça permet d'avoir un cadre commun qui nous permet d'avancer collectivement ensemble. Donc du coup dans Porte-à-Porte, l'objectif général donc, ça a été c'est diminuer l'aggravation de la détresse psychologique en dépression et ou crise suicidaire. Et donc du coup ensuite on a défini des objectifs un peu plus spécifiques qui sont à la fois des objectifs de prévention mais qui nous ont servi de guide pour l'évaluation et pour pouvoir voir à quels endroits on avait généré des changements. Donc du coup la première étape pour nous c'était du coup de permettre le dépistage, tout simplement d'augmenter le dépistage en dépistant systématiquement les étudiants, donc là par le biais du porte-à-porte parce que a priori on ne sait pas forcément quel étudiant l'étudiant derrière la porte s'il est en dépression, en crise suicidaire ou s'il va bien. Ensuite, s'il y a eu ce dépistage, du coup ça va être d'augmenter ensuite le recours à l'aide psychologique en cas de besoin bien entendu, avec du coup le fait d'améliorer la connaissance des happy hours. Donc comme on l'a vu quand le dispositif des happy hours avait été mis en place, les étudiants n'étaient pas forcément au courant que ça existait. Donc, tout simplement, en soi ça freine le recours. Et donc ensuite, il y a la question d'améliorer les connaissances et les croyances sur la dépression et le suicide. Donc là, du coup, il y a deux points. Il y a à la fois la question des repères que l'étudiant peut avoir pour lui-même, c'est-à-dire est-ce que je vais bien, est-ce que je vais mal, mais aussi la question des croyances qui vont venir faire que les personnes, que le suicide est encore un sujet tabou, que ça va être difficile de parler à quelqu'un de mon mal-être et que tout ça va venir freiner le recours justement à l'aide psychologique. Et ensuite, tout simplement, il y a la question de l'attitude envers la consultation de psychologues ou de professionnels de santé mentale, où bien entendu, si on a une attitude qui est plutôt négative, il y a peu de chances qu'on aille recourir à un professionnel de santé mentale. Et donc ensuite, bien sûr, donc là, on a une fois qu'on augmente le recours, c'est bien sûr l'idée de prendre en charge les étudiants afin de les amener à être vers le mieux-être. Du coup, je vais vous décrire rapidement le programme tel qu'il a été conçu. Vous l'avez un peu vu à travers les stands. Donc le cœur du programme, c'est 2 passages en porte-à-porte, en début et milieu d'année. Ces 2 passages sont réalisés par des stagiaires psychologues, donc une équipe de 15 stagiaires qui ont réalisé des interventions de prévention sur le thème de la dépression et du suicide de manière individualisée en porte-à-porte auprès d'un échantillon conséquent d'étudiants, on vous le dira. Ces interventions s'appuient sur des outils que sont les flyers qui sont remis aux résidents dans ces interventions qui informent sur l'existence des happy hours, le kit va bien, donc le kit prévention orange que vous avez vu également sur les stands, et le site internet qui est le site ressource que les étudiants peuvent réutiliser au-delà également des interventions. Et l'autre volet du programme, ce sont bien sûr les happy hours avec les psychologues au sein de la résidence. Donc, tout ça, c'est le programme.
peut-être juste pour préciser sur les interventions de prévention, donc sur la première, on était plutôt sur vraiment s'assurer déjà qu'ils ont bien connaissance des happy hours dans leur résidence. Et ensuite, sur la deuxième intervention de prévention, on était vraiment plus centré sur vraiment questionner les connaissances et les croyances sur la dépression et le suicide, pour questionner les croyances et les connaissances sur la dépression et le suicide. Donc voilà, il y a différents éléments, comme l'a dit Fanny. Pour résumer un peu comment s'enchaînent un peu les différentes actions et le pourquoi du comment. Donc bien sûr, comme on l'a dit, il y a la question du dépistage. Mais du coup, ce dépistage, donc, il est fait en porte-à-porte de manière individuelle. Et en fait, le fait de passer de manière individuelle, on essaie de s'adresser à l'ensemble de la communauté parce qu'on ne sait pas, a priori, derrière cette porte, si l'étudiant va bien ou mal. Mais on s'y adresse quand même de manière individuelle. Et rien que ça, en fait, ça permet de favoriser le niveau d'implication des étudiants vis-à-vis des messages qu'on veut leur transmettre. Le fait de passer en porte-à-porte, que ce soit des stagiaires psychologues qui passent en porte-à-porte, parce qu'on aurait pu prendre des stagiaires en droit. Enfin voilà, ça aurait été quand même de la prévention par les pairs avec des étudiants, mais nous on a vraiment choisi que ce soit des stagiaires psychologues parce qu'il y a l'intérêt pour nous en fait de faire l'expérience à l'étudiant d'être écouté en se rapprochant en fait de ce qu'il pourrait trouver justement dans les happy hours avec les psychologues qui sont dans la résidence. Donc pour nous c'est vraiment un levier en soi de la prévention au-delà de la question des pairs. Le fait que ça soit des stagiaires psychologues, ils sont aussi du coup formés à une certaine écoute, à un certain questionnement, qui favorise déjà les changements du coup, de connaissances et de croyances, mais aussi des changements au niveau de la souffrance des étudiants, alors qu'on sait très bien que c'est souvent les étudiants, les personnes qui sont le plus en souffrance, qui vont le moins recourir à l'aide psychologique. Donc, aussi, grâce à leurs compétences de psychologue, ils vont venir renforcer la capacité, valoriser la capacité des étudiants à prendre soin de soi, à prendre soin d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants, même pas que les étudiants, on fait tous déjà des choses pour prendre soin de nous-mêmes sans forcément s'en rendre compte. Et ça va être de venir renforcer, valoriser, conscientiser en fait ce lien que des étudiants peut-être font peut-être déjà, mais ils ne se rendent pas forcément compte que ça participe en fait à leur bien-être, à leur santé mentale. Donc tout ça est accompagné du coup par les outils de prévention, les sites, les flyers, etc., qui vont venir médiatiser justement cette préoccupation du bien-être et du mal-être. Voilà, et puis il y a aussi du coup, quand même le questionnaire avec le dépistage qui médiatise aussi et qui donne un élément aussi un peu objectif pour venir dire, là, je pense que tu es dans une situation où ça serait peut-être bien que tu ailles consulter. C'est pas aussi simple que ça, bien sûr, mais voilà, c'est ça l'idée. Et tout ça, bien sûr, pour essayer en fait de normaliser, de participer à normaliser le recours aux professionnels de santé mentale, à la fois à un niveau individuel, mais aussi communautaire, avec donc par exemple le kit de prévention, qui est justement partageable, le site aussi d'ailleurs est transmissible, et c'est cette idée-là aussi qu'il y a derrière ces outils, c'est que ça puisse se diffuser à l'intérieur de la communauté. Alors, un autre élément du programme important, donc il y a ces interventions de prévention, les happy hours, etc. Comme on vous l'a dit, on fait du dépistage des étudiants qui vont être en détresse, en dépression et ou en crise suicidaire, donc c'est pas le tout de les dépister, et ensuite il faut bien faire quelque chose de ces étudiants qu'on repère. Donc on a un protocole très spécifique pour la situation des étudiants qui seraient repérés en crise suicidaire via le questionnaire qu'on fait passer donc porte à porte et qui contient du coup des échelles d'évaluation du risque suicidaire. Donc j'ai essayé de vous décrire un petit peu le cheminement, qu'est-ce qui se passe quand un étudiant stagiaire rencontre un étudiant qui est en crise suicidaire. Donc ce qui se passe, c'est que le stagiaire remplit son questionnaire, il fait remplir l'échelle du risque suicidaire et l'étudiant, il apparaît qu'il est en risque suicidaire. Alors il y a différents niveaux de risque, il y a un risque faible, un risque moyen et un risque élevé. Ces échelles de dépistage, c'est très bien,
mais ça ne remplace pas une évaluation clinique, c'est-à-dire une évaluation plus poussée de la situation avec l'étudiant. Cette évaluation, les étudiants y ont été formés par un psychiatre lyonnais qui s'appelle Jean-Louis Terra. Il y a d'ailleurs des personnes de son service du Centre de prévention du suicide qui sont là aujourd'hui. Et donc le professeur Terra a mis en place une méthode d'évaluation de la crise suicidaire qui permet d'évaluer 3 éléments essentiels par rapport à la crise suicidaire. C'est déjà le risque. Donc le risque, en fait, c'est un peu l'idée de la vulnérabilité qu'on a par rapport à la question du suicide. C'est un peu la balance entre les facteurs de risque qu'on a tous et puis les facteurs de protection. À partir de là, il y a une autre dimension qui est évaluée, c'est celle de l'urgence. L'urgence, c'est par exemple, est-ce que la personne a des idées suicidaires fréquentes, est-ce qu'elle a déjà un scénario établi. En quelque sorte, ce serait l'écart qu'il existe entre les idées suicidaires et le passage à l'acte. Et enfin, il y a la notion du danger qui est caractérisée à la fois par l'accessibilité et la létalité des moyens envisagés. Donc, les stagiaires font une évaluation par le questionnement, posant des questions très directes aux résidents. Donc, est-ce qu'il a des idées suicidaires? Si oui, est-ce que c'est tous les jours? Combien d'heures dans la journée? Est-ce qu'il a déjà pensé très concrètement aux moyens qu'il utiliserait? Donc, ça peut être des choses un peu perturbantes, mais il y a vraiment des questions très, très directes et précises qui sont posées afin d'avoir une idée de où en est la personne. Pour pouvoir aider, il faut vraiment qu'on ait une idée très précise où en est la personne avec ses idées suicidaires et ses intentions suicidaires. Une fois que cette évaluation est faite, on va bien sûr mettre en place des actions qui sont adaptées à ce niveau de risque, d'urgence et de danger. Donc il y a différentes options possibles. Il peut y avoir l'accompagnement vers une prise de rendez-vous vers les happy hours. Là, ce sera plus dans le cas où l'étudiant n'a pas de scénario très précis, parce que donc, les happy hours, c'est de manière hebdomadaire dans la résidence, c'est un suivi par des psychologues qui n'est pas médicalisé. Donc on peut accompagner s'il n'y a pas d'urgence et de danger important vers une prise de rendez-vous vers les happy hours. Donc on va vraiment médiatiser. Là, ce n'est pas l'étudiant qui de lui-même va prendre rendez-vous. On va vraiment contacter avec lui le secrétariat qui va le rappeler pour lui donner un rendez-vous aussi adapté à l'urgence de la situation. On va demander aussi à l'étudiant s'il est d'accord pour qu'on transmette quelques éléments à la psychologue sur sa situation, de manière à ce que le lien se fasse bien et facilite la prise en charge. Dans les cas où il y a vraiment, quand on grimpe un peu dans l'échelle de gravité, on va dire, on va essayer de favoriser l'accompagnement vers une prise en charge médicale, notamment avec un rendez-vous avec un psychiatre, par exemple en libéral. Donc on avait créé là des liens avec des psychiatres libéraux qui étaient informés du programme et qui permettaient aussi une prise en charge très rapide des étudiants, souvent dès le lendemain du jour où ils avaient été repérés. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est en soirée. Les intervenants sont là, vont frapper au fort de 18h à 21h. Donc vous imaginez bien que les psychiatres ne font pas des consultations le soir même. Donc dans ces cas-là, soit la personne peut attendre le lendemain parce qu'on a bien évalué qu'il n'y avait pas de danger pour elle dans la soirée. À ce moment-là, dès le lendemain matin, on programme un rendez-vous dès la première heure avec un psychiatre. Cette négociation de la soirée elle est toujours aussi importante. Par exemple, si la personne a des moyens létaux chez elle, ça va être de supprimer ces moyens létaux, par exemple, je ne sais pas, des lames de rasoir. Si la personne est en danger, ça va être de prévenir un voisin, une amie, pour que la personne vienne dormir avec elle, qu'elle ne reste pas seule. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de mettre en sécurité la personne et très très vite d'articuler une prise en charge qui soit adaptée. Et puis parfois, c'est également arrivé qu'on accompagne vers une autre structure, donc ça pouvait être justement le centre de prévention du suicide ou parfois aussi les urgences, donc là il y avait vraiment un caractère, on indique, urgent. Donc tout ça c'était fait vraiment par les stagiaires, qui sont vraiment des experts de ces questions. Comme on disait, ce ne sont pas des pairs lambda, ce sont des pairs experts qui ont vraiment une formation conséquente, une sensibilisation à ces questions. Néanmoins, les stagiaires, une fois qu'ils avaient fait cette intervention auprès du résident en porte-à-porte, ils nous appelaient, Laurentine et moi, en direct, à chaud, après avoir quitté la porte de l'étudiant, pour nous faire état un petit peu de l'évaluation qu'ils avaient faite et
des actions qu'ils avaient mises en place. Du coup, nous, ça nous permettait de valider cette intervention. Et puis parfois, ça nous est arrivé de leur demander de retourner à la porte du résident parce qu'il nous semblait qu'il manquait des informations importantes pour l'évaluation, ou parfois on pensait qu'ils avaient surévalué ou sous-évalué la situation, et donc on leur demandait d'y retourner pour réadapter, réajuster la situation. Ce qui était très dur pour eux. Hein. Voilà. Tout ça a été complété par un compte-rendu écrit de chaque situation, résumant les éléments phares de leur évaluation et les actions qui ont été mises en place, et également pour nous, le tableau de suivi nous permettant de savoir telle situation a donné lieu à telle action derrière qui nous permettait de répertorier tout ça. Du coup, au niveau des étudiants qu'on a pu repérer, donc d'après le questionnaire et l'échelle qui évalue le risque suicidaire, donc là on est sur le plus gros échantillon des étudiants qu'on a touchés, donc en première phase, le premier questionnaire qui a été passé en début d'année. On a quand même 6,2 étudiants qui ont été dépistés en risque suicidaire faible, 1,4 en risque suicidaire moyen, 1,6 en risque suicidaire élevé. Donc vous voyez que c'est des chiffres extrêmement importants. Il y a 5% des étudiants qui ont déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie. Il ne faut pas oublier qu'ils ont en moyenne 22 ans, c'est à peu près les moyennes d'âge qu'on a au Crous. Concernant la dépression et la détresse psychologique, il y a 5% des étudiants qui sont en dépression avérée, là aussi d'après l'échelle d'évaluation qui est passée, et 21% qui sont en détresse psychologique, toujours vis-à-vis d'une échelle donc validée scientifiquement. Donc vous voyez que le mal-être, il est bien présent, les constats sont confirmés. Et puis, en parallèle de ces étudiants qu'on a repérés en porte-à-porte, donc dans un échantillon aléatoire, ces étudiants qui ont été tirés au sort qu'on est allé visiter, on a comparé cet échantillon d'étudiants avec les personnes qui viennent consulter aux FT Awards. Et là, on voit qu'on a 19,2% d'étudiants qui ont des idées suicidaires, donc là, c'est presque surévalué par rapport à la population tout venant des étudiants qui vont porte-à-porte. Il y en a 1,4% qui a déjà fait une tentative de suicide au cours de sa vie, 6,8% en dépression et 21,9% avec des symptômes dépressifs. Donc là, on peut imaginer que l'orientation qui a été faite des étudiants repérés en porte-à-porte vers les FT Awards a été efficace, puisque dans les FT Awards, on a une surreprésentation des étudiants qui sont concernés par cette problématique de dépression et de crise suicidaire. Oui, donc là, on vient parler des étudiants en crise suicidaire, en dépression et en détresse psychologique, que l'on souhaite donc amener vers le recours à l'aide psychologique. Et donc il y a plus largement aussi la question des étudiants qui aujourd'hui vont bien, mais qui peut-être demain iront moins bien. Et il y a aussi un enjeu du coup à avoir une action auprès d'eux. Donc tout à l'heure on a détaillé trois grands objectifs sur le dépistage, le recours et la prise en charge. Et suite en fait aux résultats et puis aussi à la mise en place de la recherche-action concrètement, on en est venu à un redétail un peu de justement ce qu'on avait dit tout à l'heure, avec donc quand même comme point de départ, avant en fait du coup d'arriver au recours, qu'est-ce qui peut se passer, donc de quoi il y a besoin, disons, pour que l'étudiant, ou même, je pense que ça peut s'appliquer aussi, pas forcément que aux étudiants, en viennent justement à recourir à un professionnel. Donc déjà, il y a la question de reconnaître l'état dans lequel je suis. Si je ne me rends pas forcément compte de mon problème, il y a peu de chances du coup que je fasse quelque chose en fonction. Donc pour pouvoir reconnaître son état, il faut déjà s'en préoccuper. Ensuite, il faut du coup connaître les signes qui me permettent de reconnaître cet état, et puis aussi me sentir capable justement de les reconnaître. Et ensuite, il faut que, si je veux être, disons qu'ensuite la seconde étape, ça va être dans la recherche de solutions, et il faut justement connaître des solutions, croire en leur efficacité, et puis se sentir capable de les utiliser pour pouvoir justement commencer à mettre en place des actions pour aller mieux ou prendre soin de soi. Donc du coup, dans une perspective de prévention, on peut déjà aussi s'interroger sur les actions qu'on a mises en place, à quel endroit elles se situent, et s'il n'y a pas peut-être des choses aussi à rajouter en aval ou en amont.
Parce que du coup la question du recours, c'est pas juste, comme on l'avait un peu mis dans les objectifs, une question de juste ce comportement ici, mais c'est plus largement, en fait, je souhaite aller mieux. Donc du coup, ça veut dire aussi du coup, je pense que je peux aller mieux. Donc, ce qui fait que les personnes justement qui sont en souffrance ont moins tendance à recourir à une aide, puisque justement elles ne perçoivent pas forcément une amélioration possible de leur situation. Donc du coup, une fois qu'on est dans cette dynamique de mettre en place des actions pour aller mieux, pour prendre soin de soi, il y a encore du chemin avant d'avoir l'intention de recourir. Donc là on a mis linéaire, mais c'est sûrement beaucoup moins que ça. Et donc du coup il faut bien sûr savoir que des dispositifs existent, donc c'est ce qu'on disait sur le fait de faire en sorte que l'étudiant connaisse bien les LC Hours, de trouver le dispositif accessible. Si j'ai l'impression que c'est compliqué de prendre rendez-vous, que je ne pourrai jamais y aller, forcément il y a peu de chances que j'appelle pour avoir un rendez-vous. Savoir à qui ça s'adresse et pour quelle situation, et puis surtout se sentir concerné. Parce que du coup, même si on peut parfois avoir l'impression que dans les dispositifs qui sont proposés, que ce soit les LC Hours ou autres, on est clair sur le message qu'on veut transmettre et sur la façon dont on s'adresse à la population. Si la personne ne se sent pas concernée, il y a peu de chances du coup que ne serait-ce qu'elle retienne où ça se trouve, comment consulter, comment prendre rendez-vous, etc. Et puis du coup il y a aussi important penser que le professionnel en fait est plus compétent que soi ou ses amis. Alors on a dit ça parce que quand on est surtout en psychologie, on est sur des choses moins palpables que le dentiste ou le médecin, et encore que il y a des gens qui font de l'automédication. Donc du coup la question du recours elle peut aussi se poser plus largement que sur cette question vraiment de l'aide psychologique. Et sauf que là, voilà, sur la question de l'aide psychologique, on est sur des choses moins palpables et on peut avoir l'impression du coup que parler à son ami, ça peut suffire. Ça peut suffire dans certains cas effectivement, et dans d'autres, ça suffira pas. Parce que la question de la dépression, forcément, est dans une maladie et il faut une prise en charge qui soit beaucoup plus adaptée et qui soit, plus adaptée. Et ensuite, du coup, il faut ensuite, mais ça peut être pareil, je pense, pour un médecin ou d'autres professionnels, c'est se sentir capable de lui parler de son problème. C'est-à-dire qu'on peut avoir peur du jugement, de la honte, etc. Et avant, justement, d'aller... voilà. Donc, il y a besoin, de ça pour pouvoir avoir l'intention de recourir. Donc, par exemple, sur se sentir capable de lui parler de soi, il y a dans les réponses autres sur les raisons de non-consultation aux LC Hours, qui disaient, justement, ils ont une difficulté à parler de soi, ils n'ont pas l'habitude de parler d'eux. Donc d'où l'intérêt en porte-à-porte de justement faire l'expérience aux étudiants, de parler d'eux-mêmes avec des stagiaires psychologues. Donc du coup là on a dit avoir l'intention de recourir, parce que comme je disais, donc il y a des étudiants qui vont mal quand ils vont en porte-à-porte, mais il y a ceux qui vont bien, heureusement. Et il faut pouvoir du coup leur donner ces clés pour que quand ils iront mal, peut-être soit ils arrivent à prendre plus soin d'eux-mêmes, soit du coup ils aillent recourir aux LC Hours, et donc ça c'est un élément, c'est un indicateur qu'on a choisi, au-delà du simple recours ou non aux LC Hours, c'est un indicateur qu'on a choisi pour pouvoir voir si notre programme était efficace. On a choisi cet indicateur et puis d'autres on nous présentera, pour pouvoir savoir si notre programme est efficace. On est donc allé toquer, les stagiaires, à la porte, donc les 15 stagiaires en études de psychologie, à la porte de 3000 étudiants en résidence universitaire, qu'on a répartis du coup en 3 groupes de résidence. Donc, dans le premier groupe, on a le programme complet, donc les LC Hours, les interventions de prévention. Donc il y a des étudiants qui ont reçu 1 ou 2 interventions de prévention selon quand on est passé et s'ils étaient là ou pas. Et puis bien sûr toujours le renvoi vers le site internet qui est une ressource générale à disposition des étudiants. Dans le groupe 2, du coup, on a le programme simple avec seulement les LC Hours, qui est du coup un dispositif, comme nous disait Laurentine, qui est national. Donc voilà, il y a aussi un enjeu du coup, ne serait-ce qu'évaluer en fait qu'est-ce que ça peut produire, le fait d'avoir juste des LC Hours dans une résidence. Et puis dans le groupe 3, le groupe contrôle. Donc il n'y a aucun élément du programme, mais il y a quand même le questionnaire qui fait passer, donc on sait que ça a quand même une influence. Donc il n'y a aucun élément du programme, mais il y a quand même le questionnaire qui fait passer.
Du coup, pour le déroulé de l'expérimentation, pour qu'on soit plus au clair, donc dans le groupe 1, il y a eu 3 passages. Il y a eu un premier passage en septembre-octobre, où du coup il y avait le questionnaire qui était fait passer au début de l'échange. Ensuite, la première intervention de prévention pour s'assurer du coup que les étudiants connaissent bien les happy hours et éventuellement lever les freins qu'il pourrait y avoir dans le discours de l'étudiant justement concernant les psychologues et leur recours, appuyé donc avec le flyer et puis le site internet. Les stagiaires sont repassés en novembre-décembre dans ce groupe du coup pour faire la deuxième intervention de prévention, appuyée donc par le kit Babien et toujours le site internet, et là comme je disais tout à l'heure, un peu plus centré du coup sur les connaissances et les croyances, où on pouvait prendre plus le temps de travailler ça avec l'étudiant. Et ensuite, du coup, on est repassé en février-mars en faisant passer un dernier questionnaire, du coup, pour voir s'il y a une évolution entre les réponses au premier questionnaire et les réponses au deuxième. Et ensuite, par contre, du coup, dans les groupes 2 et 3, on est passé que 2 fois, en septembre-octobre, et puis en février-mars, afin de seulement faire passer le questionnaire phase 1 et le questionnaire phase 2, et sachant que du coup, par contre, à la fois dans le groupe 1 et dans le groupe 2, on a donc des happy hours dans les résidences avec les psychologues et les permanences. Peut-être une petite précision au niveau du déroulé de l'expérimentation. Donc on allait taper aux portes des 3000 étudiants qui étaient visés dans ce programme. Donc il y a 1000 étudiants dans chaque groupe de résidence. On tapait au minimum 3 fois aux portes et au maximum 10 fois. Voilà. C'est une considération statistique, mais il faut que tous les étudiants aient la même chance, entre guillemets, de pouvoir recevoir les résidents. Donc ils tapaient à des jours et des horaires différents pour essayer de maximiser les chances d'avoir les étudiants. Et autre petite précision peut-être, donc s'il y a ces 3 groupes et ces différentes phases avec le questionnaire, c'est bien pour voir s'il y a un effet de notre action dans le temps. C'est pour ça qu'on mesure avant notre action, avant notre passage et après notre passage pour voir si l'action a un effet. Et on veut aussi voir comparer entre différents groupes, voir si l'action a un effet. Est-ce que c'est le fait juste de mettre des happy hours qui est efficace? Est-ce que c'est le fait de passer en prévention? Ou est-ce qu'il y a juste l'effet d'un questionnaire passé qui est efficace? Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette comparaison entre les groupes et aussi avant et après l'action. Et dernière précision, c'est le même stagiaire qui passe auprès du même résident. Donc il fait tout le processus avec le même stagiaire, c'est le même interlocuteur du début à la fin de l'année. Et dans le groupe 1, on a aussi comparé les résultats des étudiants qui ont reçu une seule intervention avec ceux qui ont reçu 2 interventions. Dans la résidence où il y a le programme complet, donc c'était les résidences Délécère et Jussieu. Là où il y a le programme simple, c'est les résidences Alix et Mermoz. Et ensuite, dans le groupe 3, le groupe contrôle, donc il y avait 5 résidences, Garibaldi et la Madeleine, Cartelier, Césaire et Cavalier. C'est juste c'est des plus petites résidences, donc c'est pour ça qu'on allait dans plus de résidences que les autres. Donc quel est le premier bilan qu'on peut faire par rapport à cette expérimentation? Donc sur les 3000 portes frappées, il y a eu 1336 étudiants qui ont accepté de participer en phase 1, donc on remplit le questionnaire lors du premier passage. Ils se répartissent de la manière suivante. Sur le groupe 1, il y en avait 492 qui participaient au programme complet et qui ont donc eu une intervention tout de suite après le questionnaire. Il y en a 367 qui ont participé dans le groupe 2 et 477 dans le groupe contrôle. Lorsqu'on est repassé en milieu d'année auprès des étudiants du groupe 1, on est à ce moment-là repassé qu'auprès des 492 qui avaient participé en première phase. Et là, on en a à nouveau 311 qui ont eu une deuxième intervention. Et puis, comme on le disait, on est repassé en toute fin d'année et à ce moment-là, on a eu 247 participants dans le groupe 1. Donc là, on est repassé auprès des 492. Pareil, sur le groupe 2, on est repassé auprès des 367 et il y en a 176 qui ont participé à nouveau. Et sur le groupe 3, il y en a eu 244 qui ont rempli le questionnaire à nouveau. Donc comme je l'ai un petit peu évoqué au début de la présentation, les résultats qu'on va vous présenter sont issus de différents outils d'évaluation. Donc le questionnaire qui est passé en porte-à-porte en début et en fin d'année, des questionnaires qui sont passés aux happy hours, c'est de là notamment dont sont issus les résultats qu'on vous a présentés sur le risque suicidaire. Il y a donc eu aussi des entretiens qualitatifs auprès de membres du personnel de résidence universitaire. On a aussi bien sûr au niveau qualitatif les retours des stagiaires intervenants et
des chargés responsables de projet, c'est-à-dire nous. Et puis un questionnaire en ligne dont on aura les résultats plus tard puisqu'il n'a pas encore été envoyé. Au niveau très concret, donc, on a vu une équipe de 15 stagiaires psychologues, comme on vous l'a dit, qui ont été étroitement formés puisqu'ils ont eu plus de 70 heures de formation sur l'année. Ils ont aussi été encadrés de façon conséquente puisqu'ils avaient une supervision tous les 15 jours en groupe. Ils avaient un encadrement sur place dès qu'ils intervenaient par Maëva, donc elle était là pour les briefer en début et en fin de soirée, être là en permanence avec eux s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Nous, on était en arrière-plan avec Fanny pour les validations de protocoles RUD par téléphone. Et puis on a aussi une équipe du coup de psychologues qui intervient dans les happy hours, qui sont elles aussi formées à tout ce qui est repérage et prise en charge de la crise suicidaire, là aussi avec des réunions d'équipe, des temps d'échange. Voilà, donc il y a tout un soutien et une formation et un management autour de cette équipe-là. Bien sûr, ce programme est aussi soutenu par un réseau conséquent de professionnels avec qui on travaille, et puis aussi un comité d'appui qui s'est réuni à plusieurs reprises au cours de l'année pour travailler sur ce projet-là et lui donner les bonnes directions. Il réunissait des acteurs du secteur médico-socio-professionnel et puis les financeurs. Au niveau de la communication, ce qui est important à signaler, c'est que bien sûr, il y a eu la communication interne sur le programme auprès des étudiants, donc c'est-à-dire les affiches sur les happy hours, les affiches de passage en porte-à-porte, on a parlé du flyer, du kit, etc., du site internet. Il y a eu aussi une communication auprès de l'extérieur sur le programme, avec notamment un communiqué de presse quand on a relancé en septembre porte-à-porte, des liens avec la presse. Il y a eu aussi un courrier qui a été envoyé au personnel de résidence pour les informer de la mise en place du programme au sein de leur résidence. Voilà. Et du coup, au niveau matériel et logistique, donc on a déjà mentionné les subventionneurs qui ont permis ce travail-là, et puis on souhaite remercier aussi la SMERA qui nous prêtait des locaux, notamment pour ce qui était formation et réunion de supervision des stagiaires, et donc qui nous a été d'une grande aide. Je voulais juste rajouter un petit élément, je ne sais pas si les stagiaires vous l'ont dit lors des stands, mais pour vous représenter, donc ils sont passés 3 fois dans l'année, en soirée, et ils intervenaient 3 soirs par semaine, le mardi, mercredi, jeudi. Donc voilà, c'est vraiment une intervention intense sur le terrain. Je pense que les résidences ont été marquées par ces différents passages, et c'est vrai que souvent, peut-être que les stagiaires vous l'ont dit, mais tous les étudiants du coup des résidences n'étaient pas concernés par le programme, mais ça commençait à se savoir dans la résidence. Ah bah oui, c'est vous, les stagiaires, porte à porte, vous passez dans les résidences, est-ce que moi aussi je peux faire le questionnaire? C'est arrivé des fois que les étudiants sollicitent pour remplir le questionnaire. Il faut savoir que tous les stagiaires avaient un badge aussi pour indiquer vraiment qui ils étaient, qu'on puisse bien les identifier et les assimiler au programme. Donc voilà, pour mettre un peu des visages sur cette fameuse équipe. Donc vous avez tous nos stagiaires, vous les voyez ravis en fin de formation, ils ne savent pas encore ce qui les attend. Et vous avez aussi donc les 4 psychologues cliniciennes qui interviennent dans les happy hours. Donc là, vous pouvez les rencontrer sur les stands, on les refait à la pause, donc n'hésitez pas à aller leur parler puisque c'est vraiment les acteurs de terrain. Et puis donc Maëva qui a été la chargée de projet cette année, et avec Fanny, on encadrait cette recherche. Ça peut-être été un peu dense pour vous, c'est vrai que c'est un travail vraiment d'un an et demi pour nous, c'est pas forcément évident de vous transmettre la démarche de façon très claire tout en vous apportant des détails sur la conceptualisation théorique, etc. Donc n'hésitez pas vraiment à nous poser les questions. Si on n'a pas été clair, n'hésitez à nous dire, on ne se vexera pas. Parce qu'on vous fait encore un peu de suspense, en fait, les résultats sont après la pause. Ma question, c'est comment prenez-vous en compte les étudiants qui ont repéré justement tous ces passages, qui se sont montrés intéressés, compte tenu qu'ils n'étaient pas prévus dans le plan d'expérimentation au départ? Où étaient-ils prévus? S'il y a donc c'est pour des étudiants qui voudraient passer le questionnaire, c'est ça? Oui. Alors qu'a priori, il n'y a pas de... On leur a jamais interdit de passer le questionnaire alors qu'ils n'étaient pas prévus dans l'échantillon. Après, ça restait assez minime aussi. Mais voilà, il n'y avait pas de souci pour qu'ils passent le questionnaire auprès des stagiaires. Et on revenait quand même les voir ensuite en phase 2, en deuxième phase, pour voir du coup s'il y avait une évolution auprès d'eux aussi. Voilà. On a vérifié après sur le plan statistique qu'ils n'étaient pas différents du groupe aléatoire, parce que ça pourrait être les plus motivés ou ceux qui vont le plus mal. Enfin, j'en sais rien qu'ils aient un aspect spécifique, mais ils sont bien pareils que les autres. Ils ont juste croisé les stagiaires et trouvé tellement sympathiques qu'ils ont participé aussi.
Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question, mais peut-être que vous y reviendrez plus tard sur les résultats au niveau du dispositif d'expérimentation. Sur finalement les étudiants qui ont été inclus dans ces résidents, enfin dans ces trois groupes, est-ce que vous avez l'idée de est-ce qu'ils sont représentatifs de la population étudiante et de la population étudiante en Crous? Parce que là, on n'a pas du tout eu d'informations sur le sexe de ces étudiants qui ont participé, sur ce que font leurs parents, parce qu'en fonction du milieu social, j'imagine qu'on n'est pas aussi touché de la même manière par les processus dépressifs, etc. Dans les analyses statistiques qu'on a pour l'instant reçues des statisticiens, on a fait des analyses qui comparaient les échantillons entre les groupes de résidence en phase 1 et puis entre les étudiants qui ont seulement répondu à la phase 1 et ceux qui ont répondu en phase 1 et 2. Ensuite, il me semble qu'on avait présenté les résultats en comité d'appui sur justement les échantillons qu'il y avait. Et les échantillons, mais on va l'aborder effectivement, sont représentatifs de la population Crous, mais pas nécessairement de la population étudiante en général, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, en population Crous, on a quand même des niveaux socio-économiques un peu plus bas, plus d'étudiants étrangers, et puis on a aussi des filières qui sont surreprésentées, enfin, notamment les étudiants en faculté, on a beaucoup moins de prépa à l'école, etc. Voilà, mais c'est représentatif Crous. Oui, moi j'avais une question sur les trois groupes que vous avez choisis en fait avec différentes résidences. Je voulais savoir en fait du coup si justement si c'est un peu arbitraire, enfin vous avez choisi un peu au hasard ou si justement c'est trois groupes bien précis parce que du coup ces résidences elles sont un peu localisées j'imagine en fonction des filières. Donc est-ce que ça fausse pas un petit peu après du coup le résultat? Oui, mais du coup, c'est pour ça justement qu'on a comparé les échantillons entre les groupes de résidence sur l'âge, le sexe, la filière, etc. Mais effectivement, par exemple, la résidence Jussieu, on est à côté du campus de la Doua, et on a forcément beaucoup plus d'étudiants en sciences et techniques, et aussi plus de garçons que de filles, enfin plus de garçons proportionnellement que de filles comparé à d'autres résidences comme Mermoz, où là on aura plus de sciences humaines et sociales. Ensuite, après, dans les analyses statistiques, justement, on compare la variation principale. Alors, pas que ça, mais on compare la variation. Donc, du coup, ça permet de tenir compte du point de départ pour aller au point des résultats en phase, la variation de phase 1 à phase 2, et qui permet de tenir compte justement de ces éléments de variation qui peuvent être là dès le départ, dû au type de population qu'il peut y avoir. Cela dit, effectivement, c'est un des biais de la recherche qui avait été soulevé durant la première expérimentation en 2012-2013, c'est qu'on avait fait l'expérimentation seulement sur 3 résidences. Une résidence égale un groupe. Et effectivement, on avait eu de grosses différences, puisque comme le disait Maëva, et comme tu l'as soulevé, il n'y a pas la même population dans toutes les résidences. Donc c'est pour ça qu'on a déjà fait un échantillon beaucoup plus important. Et dans chaque groupe, il y a plusieurs résidences, comme vous avez pu le voir. Et c'est justement fait pour limiter aussi cette spécificité des résidences, apporter plus de mixité. Il y a eu aussi un choix, l'échantillon a été aussi tiré au sort, il me semble, en fonction du type de logement, pour que tous les types de logements soient représentés de la même façon dans l'échantillon, puisqu'on sait qu'il y a aussi selon les types de logements, il n'y a pas les mêmes étudiants, ils ont des caractéristiques aussi bien particulières. C'était le seul critère qu'on avait en fait au départ pour pouvoir essayer de créer justement des échantillons qui pouvaient être représentatifs, parce qu'a priori on n'avait pas ni l'âge, ni le sexe, etc. Donc on a fait aussi avec ce qu'on a pu. Et juste une précision, parce que là, vu que c'était une expérimentation, on est retourné voir seulement les étudiants qu'on avait vus en phase 1, mais bien sûr quand le programme sera généralisé, on ira toquer aussi à toutes les portes, il n'y aura pas justement cette question de l'échantillonnage. Quelles sont les principales différences du coup entre la première recherche-action et la nouvelle version? C'est assez subtil en fait. Non mais c'est sur la construction des interventions qu'il y a vraiment eu un gros changement puisque sur la première expérimentation, les stagiaires avaient, on va dire, un peu plus de latitude, les interventions étaient moins construites, les objectifs étaient moins précis. La formation aussi était moins directive et donc là on a vraiment pu préciser et c'est comme ça qu'on a pu affiner et qu'on va pouvoir vous présenter sur quel levier on a effectivement agi, que sur la première implémentation vous pouvez dire ça a marché, ça n'a pas marché, mais on ne sait pas bien pourquoi.
Il y a effectivement une amélioration au niveau du protocole de recherche aussi avec des résidences randomisées. On a doublé l'échantillon de départ puisque sur la première expérimentation on avait frappé à 1500 portes, là il y en a eu 3000. On a aussi amélioré nos outils de recueil avec l'insertion de certaines échelles. On avait à l'époque déjà l'échelle de détresse, mais on n'avait pas l'échelle de dépression et de suicide. Et on a un peu plus ciblé la recherche, puisque à l'époque on était en prévention de la détresse, ce qui finalement est un non-sens, puisque la détresse en soi, comme disait ma collègue, n'est pas une maladie, c'est une souffrance. Ce qui est un problème, c'est que ça puisse se transformer en quelque chose de plus grave. Sinon, la détresse en soi, on en a tous vécu et ça peut permettre aussi de développer des ressources, un peu comme à l'idée d'un vaccin. Donc, c'est pas en soi qu'il faut éradiquer la détresse, mais éviter son aggravation. Donc, on a reciblé aussi le protocole de cette manière-là. Et juste pour répondre à votre question, on n'a pas demandé aux étudiants ce que faisaient leurs parents dans le questionnaire, parce que du coup, déjà, il y a toujours... on a envie de poser plein de questions, mais on ne peut pas poser toutes les questions qu'on veut aussi en porte-à-porte. Il faut aussi tenir compte de la patience des étudiants. Sur la première expérimentation, on avait un grand nombre qui ne savaient pas ce que faisaient leurs parents, très étonnamment, et un grand nombre qui avait aussi des parents décédés, et c'était donc une question très, très compliquée. C'est vrai que sur la première expérimentation, on a beaucoup plus exploré des variables socio-démographiques, la santé aussi plus largement. On était plus sur aussi une recherche exploratoire. Là, on a vraiment essayé de recibler notre action sur la détresse, la dépression et le suicide. Donc il y a moins toutes ces variables annexes, mais que vous pouvez déjà retrouver dans le premier bilan qui a été fait de porte à porte, qui est accessible, je pense, sur notre site internet. Pardon. Remettre en question la recherche, mais c'est quand même un biais parce qu'aujourd'hui Aujourd'hui, le premier indicateur de santé, c'est le statut social. Donc, c'est quand même, je dis pas que ça remet en question la recherche, mais c'est quand même un biais parce qu'effectivement, ils sont tous étudiants, mais c'est pas la même chose d'être étudiant fils d'ouvrier, fils de chômeur ou des fils de cadre moyen. La catégorie socio-professionnelle, c'est aujourd'hui quand même le premier indicateur de santé dans l'épidémiologie. Je suis tout à fait d'accord, mais en fait, c'est pas une recherche épidémiologique et pour le coup, on n'a pas d'action sur là-dessus. Mais vous faites quand même un protocole cas témoin. Oui, tout à fait, mais on n'a pas d'action sur cette variable-là. Donc c'est vrai que c'était pas dans les priorités. Alors effectivement, comme on a pu le soulever, et vous avez tout à fait raison, il y a des facteurs de risque qui prédisposent plus à avoir recours à un professionnel ou à développer des troubles de santé mentale. C'est vrai que nous, on ne va pas tellement chercher à agir sur des facteurs de risque, mais plus sur les leviers psychosociaux qui vont permettre justement, au-delà des facteurs de risque de base, de pouvoir avoir une action et un contrôle plus grand sur sa santé. C'est vrai qu'on a là aussi ciblé le programme vraiment sur ces leviers-là. Moi, je suis psychologue, je travaille avec des étudiants dans une grande école socialement très favorisée et nous avons exactement les mêmes chiffres au niveau de la détresse psychologique. Chez nous, ça ne change strictement rien. Je suis psychiatre. J'avais une question peut-être de détail, mais vous parlez de questionnaire sur le suicide et la dépression. Il s'agissait de quoi plus précisément? C'est les modules A et C du MINI. Sachant qu'au niveau de la dépression, une fois que, si les étudiants validaient l'EDM, l'épisode dépressif majeur au niveau du MINI, on leur faisait passer la PDI2. Voilà. Donc pour les non-connaisseurs, on évalue est-ce que la personne est en dépression ou non, et si la personne est en dépression, on fait passer une échelle qui mesure l'intensité, on va dire, la gravité de l'état dépressif. Et au niveau de la détresse psychologique, c'est le MH5, qui est une échelle validée par l'OMS. C'est un module de SF36. Le fait que vous soyez que des jeunes femmes à enquêter, est-ce que vous pensez que ça influe les résultats? On n'a pas précisé, mais parmi nos stagiaires, on avait la chance d'avoir 3 garçons. Ce qui n'est pas le cas dans notre équipe de psychologues actuellement, mais je le rappelle, c'est pas un choix, mais juste les candidatures des femmes sont actuellement des femmes. Toutefois, vous avez raison de souligner cet aspect. C'est une question qu'on s'est aussi posée au-delà du genre. Est-ce que finalement l'intervenant a aussi une influence sur les résultats, puisque on est vraiment sur une intervention qui est sur... c'est aussi ce qui se passe dans la relation, avec l'intervenant qui passe peut-être 3 fois auprès du même résident. Donc ça, c'est des analyses qu'on va essayer de pousser
par la suite, qu'on ne va pas vous présenter aujourd'hui, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout traiter. Vous imaginez que c'est une mine d'informations. Mais on va essayer de voir est-ce qu'il y a un effet de l'intervenant sur la réussite ou pas du programme. En fonction, par exemple, voilà, du genre, du niveau d'études, puisque les étudiants stagiaires sont d'un niveau licence 3 au master 2. Ils ne viennent pas tous des mêmes filières exactement en psychologie. Donc, à partir de certains critères, on va essayer de déterminer s'il y a des différences. Pas les établissements non plus, puisqu'on a les 4 établissements scolaires différents parmi les stagiaires. Bonjour, en étant psychologue à la médecine préventive universitaire, rencontrant d'autres psychologues des différents services de médecine préventive, effectivement, on retrouve effectivement au niveau des CSP, la santé mentale ne dépend pas forcément de la CSP, comme les cas de violence, d'alcoolisme, etc. Par contre, moi, il y a une question que je me posais, c'est que vous travaillez, vous intervenez au niveau du CRUS, et puis je suis quand même étonnée de voir que vous demandez une participation financière de 10 € pour les étudiants qui peuvent participer financièrement, sachant qu'au sein des SUMS, les psychologues sont déjà très en difficulté avec des étudiants qui vont venir les consulter gratuitement et pour lesquels il n'y a pas suffisamment de temps de psychologue pour répondre à la demande. Donc voilà, c'est une... Vous avez sûrement effectivement eu cette information sur notre site internet. Pour répondre un petit peu sur notre fonctionnement, ces Happy Hours fonctionnent en majorité sur une logique de partenariat. C'est-à-dire qu'on est en partenariat avec des établissements d'enseignement supérieur, des mutuelles étudiantes et des CRUS. Et quand on est en partenariat, c'est le partenaire, par exemple là, en l'occurrence le CRUS, qui offre ce service pour ses étudiants. Ce qui implique que le service est totalement gratuit pour l'étudiant. Sur Lyon, néanmoins, il y a une petite spécificité, c'est-à-dire que quand on a lancé l'association en 2010 avec Laurentine, on avait un peu le feu sacré et puis on était bénévoles, on a lancé nous-mêmes les consultations aux Happy Hours et puis voilà, on était peut-être encore pas trop dans la réalité économique et du monde du travail et puis très rapidement on s'est dit ah non, un psychologue il faut qu'il soit rétribué pour son travail. Néanmoins cette première année de lancement nous avait montré qu'il y avait beaucoup de demandes de prise en charge puisqu'effectivement on sait bien que les services de médecine préventive, malgré le fait qu'il y ait des psychologues, vous êtes aussi saturés, vous faites à hauteur de vos moyens. Et qu'il y a aussi des étudiants qui n'ont pas accès à un service de médecine préventive, notamment tous ceux qui sont hors université, qui ne sont pas sous convention avec l'université pour la médecine préventive. Donc on s'est dit c'est important de garder ces consultations, d'essayer de trouver des financements. Et puis les financements pour ce type d'action de prise en charge, il y en a peu. Donc on s'est dit soit on ferme le dispositif, soit on essaye de trouver une autre solution. Et du coup pour ces accueils lyonnais, c'est vraiment une spécificité très localisée. On a décidé de maintenir ces accueils qui commençaient à être bien repérés quand même sur Lyon, bien investis par les étudiants. Et on a fait une petite enquête auprès des étudiants en leur demandant si on vous demandait une participation financière pour vraiment nous indemniser. C'est une participation, c'est pas ce que ça coûte, bien sûr, l'intervention d'une psychologue. Est-ce que vous seriez prêt à financer une partie de ces consultations? Donc on a une réponse à cette enquête-là. Les étudiants nous ont dit moi je pourrais mettre 10 €. Voilà, c'est ce qui ressortait en moyenne. Donc on demande une participation effectivement pour ces accueils. Et c'est un temps très limité dans la semaine. Par ailleurs, on sait que même 10 € pour certains étudiants, ça peut être très compliqué à financer. Du coup, on a un fonds de solidarité étudiante qui a été alimenté par la LMDE et qui n'a jamais été touché. Et qui est aussi alimenté par les consultants. C'est un principe de solidarité, c'est-à-dire que chaque consultant qui arrive aux Happy Hours, ces Happy Hours où on demande une participation, on leur dit voilà, si vous avez les moyens de financer ces 10 €, très bien. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez remplir un petit dossier pour demander une prise en charge totale de ces séances. Donc ils doivent remplir un petit dossier faisant état de leurs ressources et de leurs charges. Si leur dossier est accepté, ça ouvre les droits à un suivi psychologique non limité dans le temps, complètement offert. À l'inverse, on leur dit, si vous avez un petit peu plus de moyens et que vous avez envie de participer à ce fonds, vous pouvez. Donc les étudiants sont libres de participer. Ça peut être par exemple 1 € en plus par entretien. Chacun est libre de participer ou non à ce fonds. On a assez peu de demandes. Voilà. C'est nous qui sommes obligés de pousser les étudiants à solliciter ce fonds, parce qu'en fait, pour la plupart, ils peuvent quand même financer ces 10 € par entretien. Et pour l'instant, le fonds initial qui avait été donné par la LMDE n'a jamais été touché, puisque les dons des consultants couvrent
des consultations au titre de ce fonds de solidarité. Et dans le cadre de porte-à-porte, les Happy Hours sont intégralement financés par le Crous de Lyon-Saint-Étienne et donc complètement offerts aux résidents. Oui, juste dans les limites de l'étude, mais qui sont à prendre en compte comme d'autres limites, c'est la prise en compte des étudiants étrangers, qui a été pour vous une question de ressources et de pouvoir répondre et prendre en charge ces étudiants et les inclure dans l'étude. Et donc ça fait partie aussi des réflexions pour le futur, de comment adapter le dispositif aussi en incluant ces étudiants-là, et donc quelles sont les ressources qu'il faut mettre dans le programme. Alors c'est effectivement une question qui déjà concerne les Happy Hours. C'est vrai que notamment au Crous, on a une grosse proportion d'étudiants étrangers. Je crois qu'on a plus d'un tiers d'étudiants, enfin à peu près un tiers d'étudiants étrangers. Donc déjà c'est vrai qu'on essaye de favoriser le recrutement de psychologues qui peuvent assurer des consultations dans plusieurs langues, même si on voit que finalement ils préfèrent consulter en français. De la même façon, on a recruté des stagiaires qui pouvaient avoir des compétences en langue pour faire passer le questionnaire, le traduire en anglais, puis pouvoir avoir un échange plus poussé. Donc ça a été plutôt fonctionnel. Alors après, différemment pour certains, ceux qui sont plus ou moins à l'aise, mais c'est vrai qu'il y a des caractéristiques très particulières de ce public, notamment au niveau culturel, tout ce qui est connaissances et croyances et attitudes au niveau de la dépression, du suicide et de la consultation de professionnels. Là aussi, je pense qu'on fera des traitements statistiques spécifiques pour ces étudiants-là, parce qu'il y aura peut-être effectivement des actions à penser de manière plus adaptée à ce public. Si, je voulais juste dire que, enfin, vous l'avez en partie dit, qu'on a souhaité, le Crous, on a souhaité ouvrir ces consultations à des non-résidents Crous, parce qu'on voyait bien qu'il y avait une demande qui dépassait les étudiants logés par le Crous. Donc on l'a fait sur Alix et on l'a fait sur Saint-Étienne, et surtout dans l'idée que le créneau 18h-21h était un créneau important pour les étudiants, facilitant, que c'était difficile de trouver des consultations entre 18h et 21h d'ailleurs. Donc bon, pour le moment on l'a limité à 2 cycles, Lyon c'est pas forcément central, mais on a toujours dans l'idée de l'ouvrir encore un peu plus. Mais on a voulu tenter l'expérience et voir un petit peu si ça répondait à un besoin.